chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est ça, lui. Ouais, non, tu vas me dire, nous allons chaque le coach est d'ailleurs. On est pas avec lui, on l'a pas commandé pour connaître, ouais. Deuxième pas toi, mais de moi, il va zombie. Alors, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 13 juin de l'an 2026. Cette semaine, les différents sujets qui ont fait l'actualité sont les suivants. Les visites et voyages officiels du président Romuald Wardani, les premiers pas de la gouvernance Wardani à travers les nominations et notamment le conseil des ministres du 3 juin dernier qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les nominations de ministres conseillers défraient la chronique et suscitent commentaires et analyses. Les démocrates, notamment le parti politique, qui apprécient notamment la démarche diplomatique du président Romuald Wardani au Niger. Le département du Zou qui est au cœur de plusieurs commentaires avec la nomination de Laurent Zomaï. Nous avons la Cour suprême qui suspend l'arrêt notamment de l'autorité de régulation des marchés publics. On en parlera au cours de cette émission du jour. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, on effectuera quelques commentaires sur les relations entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pour en parler ce samedi, chers amis internautes, je suis avec Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique, Mohamed Assoba, qui est militant du parti politique Les Démocrates, également membre notamment du pacte républicain. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour notamment le décryptage proprement dit. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Mohamed Assoba, bonjour. Bonjour Kader. Ça fait un bail par ici. Oui, vraiment. Je suis content de vous revoir et surtout de revoir Georges Anagonou. Merci d'être là, Georges Anagonou également. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour internautes et bonjour effectivement Mohamed. C'est toujours un plaisir de se retrouver et de voir que des gens de la génération qui ont fait un moment donné dans le militantisme se retrouvent. Et parlant de militantisme, Mohamed Assoba, vous qui êtes un acteur politique fin, depuis le 24 mai dernier, le pouvoir Wardani s'est installé, des pas sont en train d'être posés. Quelle est votre appréciation de ces premiers pas? Est-ce qu'ils augurent de lendemain radieux? Je crois que
nous sommes contemporains des faits que vous évoquez. Il faut, avant tout propos, saluer le prédécesseur du président Romuald Wardani, qui a voulu que les choses se passent ainsi. Il fut un temps, il n'y a pas longtemps, excusez la redondance, quand le président Soglo disait, après l'installation du président Romuald Wardani, qu'il tient à faire un banc particulier au président Patrice Talon pour avoir choisi de partir. Ça a fait l'objet de railleries dans l'opinion, mais à l'analyse, je me suis rendu compte qu'il ne s'était pas vraiment trompé parce que le président Patrice Talon pouvait décider de procéder autrement, que nous en serions dans des histoires qui n'augurent pas de bon lendemain pour le peuple béninois. Et après cette virgule, je dois dire que le président Romuald Wardani, nous l'avons suivi déjà à la présentation de son projet de société, durant sa campagne, et puis les premiers pas qu'il est en train de poser, maintenant qu'il a les manettes en main, je crois que il faut espérer que les choses vont aller de mieux en mieux pour le peuple béninois. Aller de mieux en mieux pour le peuple béninois. Est-ce que le constat est partagé, Georges Nagounou? Oui, je voudrais, parce que Mohamed l'a dit, retourner sur cette idée-là que on remercie le président Talon d'avoir resté droit dans ses bottes et de choisir de partir. Mais je voudrais dire quelque chose aux intellectuels africains et particulièrement aux intellectuels béninois. Il ne faut pas qu'à l'avènement de chaque président, lorsque s'approche la fin de son mandat, il y ait l'épouvantail, partira-t-il ou ne partira-t-il pas? Je pense que le Bénin a suffisamment grandi en matière de démocratie pour que nous n'ayons plus cette hantise-là. Ce n'est pas seulement avec le président Talon que ça s'est passé, mais dans le passé aussi, on se posait la question, est-ce qu'il partira? Je pense surtout avec le président Yaïbouni, les gens ont beaucoup posé cette question-là, et j'en voulais aux intellectuels qui participaient à ce débat. La Constitution a dit quelque chose. Si un président fait autre chose, c'est qu'il est sorti de la Constitution. Et là, il est hors la loi. Et moi, avec encore la confirmation, avec le président Talon, nous devons sortir de cette hantise-là. On ne va pas à chaque fois dire, partira-t-il, ne partira-t-il pas. Non, la Constitution a dit quelque chose, nous devons seulement nous en tenir au fait que les gens doivent respecter ce qu'a dit la Constitution. Je pense aussi qu'il faut qu'on puisse évoluer dans le débat comme ça, pas que je suis contre ce que Mohamed a dit, je comprends, nous avons tous dit ça. Rappelez-vous quand même, depuis quand le président Talon avait commencé par donner gage de son départ, vous vous rappelez, il y avait un mouvement de jeunes qui était passé ici et qui l'ont transmis un témoin pour qu'il puisse partir. Il a pris le témoin, il a dit je partirai et il a fait profession de foi à chaque fois. Donc sortons de ça déjà. Maintenant, par rapport aux premières actions de gouvernance du président Romuald Wardani, moi j'avais dit, j'ai dit quelque chose et je continue de le dire. Quand les gens me disent qu'est-ce que vous pensez de son équipe gouvernementale, j'ai dit moi j'ai pas à penser, moi j'ai pas à apprécier, c'est pas moi qui ai nommé les ministres. C'est lui qui fait ses nominations, donc c'est à lui d'apprécier. Mais pour vous, tout qui ce que êtes je veux voir, politique, oui, tout ce que je veux voir, sa candidature, est-ce que ces nominations répondent à justement, ce à quoi vous êtes entendu pour la campagne électorale? Justement, depuis aussi avec le président Talon, on a changé quelque chose. Quelque chose a changé dans ce sens-là. Quoi? Rappelez-vous qu'il y a un ami, à un moment donné, qui n'est pas loin, qui est proche du président de la République, je ne vais pas donner son nom ici, qui a dit que pendant le régime, pendant le mandat, qu'on n'a pas fait la promotion des cadres du parti. Il voulait dire beaucoup de choses. Les gens étaient surpris de voir que c'est lui qui puisse dire un truc pareil. Et pourtant, il disait la réalité. Mais cette réalité est passée de l'autre côté. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on finit une campagne et qu'on fait un gouvernement, parfois on peut dire, on attend un gouvernement qui va passer, on va dire, waouh, là, voilà, des gens qu'on attendait qui sont dedans. C'est lorsque ceux qui se sont mouillés le maillot politiquement, qui étaient sur le terrain, qu'on m'excuse vraiment, après peut-être janvier Yaoundéou, c'est pas des gens que j'ai vus dans la campagne qui se sont vraiment mouillés, qu'on a nommés.
Donc, il y a d'autres réalités qui sous-tendent les nominations. À partir de ce moment-là, moi, si vous me demandez en tant qu'acteur politique, est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Non, je pourrais dire, quand on finit de faire la campagne, eh bien, lorsqu'il s'agit de prendre le gouvernement, ça se passe partout. Même en France aussi, vous allez voir, les ministres qu'on a nommés, ils sont proches ou ils sont de tel parti politique, les rotailleux sont responsables des Républicains, des trucs comme ça. Donc, on le fait aussi. Mais dans notre pays, ça a conduit à un chantage politique où les présidents n'étaient plus libres. Si tu ne fais pas, je vais retirer mon ministre du gouvernement, des trucs comme ça, qui empêchaient le président d'avancer. Le président Talon a monté autre chose. Le président Talon est venu, son premier gouvernement était en quelque sorte ça. Son premier gouvernement, c'était un gouvernement formé avec son allié d'antan, qui était Sébastien Germain Azamon. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Et surtout lorsqu'il y a eu de bruit entre eux. Après, le président Talon a retrouvé son chemin, qui est son gouvernement qu'il a maintenu et qui n'était plus tendance de est-ce que tu appartiens à tel parti politique, tu n'appartiens pas à tel parti politique. Ça menait des remous au sein des partis politiques. Et à un moment donné, le président Talon a voulu, je vais finir, le président Talon a voulu rectifier les tirs. Et rappelez-vous, quand il a parlé des ministres conseillers, il dit les partis politiques ne se sentaient pas concernés par le gouvernement. Alors, j'ai créé les ministres conseillers pour que les ministres, les partis politiques puissent se sentir choses-là. Donc, je n'apprécie pas. Je n'ai pas le droit de trouver le gouvernement, il est bon, il n'est pas bon. C'est pas à moi. C'est au président Romuald Wardani de savoir que l'équipe que je suis en train de constituer là, cette équipe-là, c'est la meilleure qu'il me faut pour conduire mes actions. Mohamed Assoba, sur la même question. Oui, Kader, ce n'est pas pour retourner en arrière. Georges a dit une chose qui est très importante. Les intellectuels africains. Le sujet que j'ai évoqué rapidement pour tomber sur l'appréciation du gouvernement, du nouveau gouvernement du président Wadaï, c'est le fait que le président Patrice Talon nous ait épargné les situations qu'on voit ailleurs autour de nous. Je connais un acteur politique, je ne vais pas le nommer, vous l'identifierez aisément, qui, pendant le régime du président Yahi Boni, a dit que les tests sont sacrés. Que évoquer même le fait de partira ou partira pas, que c'est un crime de lèse-majesté. Le même acteur politique, récemment, a dit, mais le président Patrice Talon fait si bien qu'il faut le laisser continuer. Il est membre de l'actuel gouvernement. Donc, moi je dis, je tiens à saluer le président Patrice Talon parce qu'il avait tous les pouvoirs pour nous faire un troisième mandat. Mais il a décidé... des gens pour l'accompagner. Oui, il y a des gens... Des intellectuels. Donc je ne vais pas faire perdre le temps sur... Mais quelle est votre opinion sur... pour revenir au régime qui a été nommé par le président... Oui, comme le dit Georges, il n'est qu'au début. C'est lui qui a formé son gouvernement. C'est lui qui a les éléments d'appréciation qui lui ont permis de choisir qui vont l'aider à conduire son projet de société. Nous sommes qu'à quelques jours du début. Il serait vraiment précoce de dire c'est bon, c'est pas bon. Mais il y a des annonces qui nous permettent de dire, c'est pourquoi j'ai dit que j'espère que les choses iront de mieux en mieux. Ce serait précoce de commencer par dire oui, j'applaudis, c'est bon. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais on a eu après la constitution du gouvernement, la nomination de ministres conseillers. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président Romuald Wardani, déjà, poulain de son mentor, avait dit que ce serait de la continuité, mais avec de l'amélioration sur les aspects qu'il juge nécessaires qu'il va améliorer. La nomination des ministres conseillers vient de son prédécesseur. S'il a choisi de poursuivre avec, certainement qu'il a jugé que ça lui sert à quelque chose. Parce que là, moi je trouve que c'est pour contenter les politiques. Et quand vous voyez ceux qui ont été les 12 qui viennent d'être nommés, vous vous dites, bon, c'est un choix que moi je me garde d'apprécier. Non, je vais revenir par rapport à cette appréciation-là. Georges Anagono, est-ce que la nomination des ministres conseillers est une prime, notamment la dévotion des partis politiques à la victoire du candidat d'alors, Romuald Wardani? Oui, justement, si vous formez après, à la sortie des élections, vous formez le gouvernement sans qu'on y voit vraiment l'empreinte des partis politiques dedans, vous êtes obligé de reconduire les ministres conseillers.
Parce qu'au fait, je l'avoue aussi, les ministres conseillers, je ne les connais pas vraiment. Est-ce qu'ils sont tous des gens qui étaient ancrés, qui étaient vraiment militants des partis politiques? Là, vous allez poser des questions aux présidents des partis politiques et qui vous diront, oui, tel était vraiment dynamique, ou bien c'est nous qui l'avons proposé. Parce que l'équipe de ministres conseillers, si on suit ce qu'avait dit le président Talon, ce doit d'être politique. C'est ça la réalité. L'équipe de ministres conseillers, si on suit ce que le président Talon avait dit comme raison dans le temps pour pouvoir les nommer, eh bien, cette équipe se doit être politique. Est-ce que l'équipe d'aujourd'hui, moi, j'avoue, j'ai la faiblesse d'esprit d'aller, après la nomination, de prendre chacun et d'aller chercher de quel parti politique il vient. C'est pas, en fait, j'ai pas le temps pour ça, parce que peut-être j'ai le temps pour aller faire des lectures, mais pas pour ça, réellement. Mais c'est des noms bien connus, quand même, dans le paysage politique. Non, oui, mais c'est quoi, je connais Gbadamassi, que je peux dire, vraiment, c'est, voilà, c'est politique. Mais c'est pas grave, je connais pas les autres, mais vous, journalistes, peut-être que vous connaissez la provenance de chaque. Mais je voudrais dire que, pourquoi le président Ouaddaï s'est dit qu'il faut installer les ministres conseillers tout de suite. C'est qu'il ne veut pas attendre longtemps. Avant de constater après, comme le président Talon, que les partis politiques ne sont pas vraiment impliqués dans l'action gouvernementale, et qu'il a dit qu'il faut le faire tout de suite. Alors donc, il a constitué cette équipe-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'équipe se doit d'être politique. À mon avis, après leur nomination, j'ai pas vu des partis politiques venir dire non, nous, on n'a pas participé, nous, c'est pas nous, notre chose là. J'ai pas vu ça. Donc, si ça n'a pas été le cas, cela veut dire que le président, Romuald Ouaddaï aussi, a respecté cette configuration de l'équipe de ministres conseillers. Si ça les a aidés et à faire choses là, si ça les a aidés et dans le gouvernement passé à améliorer les choses, effectivement, quand on prend certains, excusez-moi pour le peu, si on prend Jacques Ayadi qui était sur le terrain tout le temps et qui avait vraiment montré l'importance de ministre conseiller, quand on prend Janvier Yawedéou, ils sont 2 ou 3 têtes comme ça, quand on prend Gbadamassi, ils étaient 3 ou 4 têtes comme ça qui ont montré que le poste de ministre conseiller n'est pas un poste de complaisance et qu'on peut être vraiment utile. Et donc, du coup, ce qu'on vient d'amener aussi, on va voir comment est-ce qu'ils vont travailler, comment ils vont compléter les actions, parce qu'ils sont aussi là pour politiquement aller amplifier les actions du gouvernement sur le terrain. Donc on va voir comment ça va se passer et maintenant. Mais le président Romuald Ouaddaï a essayé de rattraper ce retard qu'a connu l'implication des partis politiques dans l'action du gouvernement sous le président Talon, et lui il a dit, je commence par le faire tout de suite, ce n'est que du bonheur. Enfin, ce n'est que justice, je voudrais, c'est pas bonheur, ce n'est que justice. Après, on verra si le président est anti-profit de ça. Anti-profit de ça. Oui, très rapidement. Oui. Comme le dit si bien Georges, souvenons-nous de l'esprit de la création des ministres conseillers. Le président Patrice Talon avait estimé que ces ministres, le gouvernement, les membres du gouvernement étaient si occupés, ils étaient au charbon qu'ils ne s'occupaient pas des questions politiques. Il se disait qu'il travaillait, pas il se disait, mais que le reflet sur le terrain n'était pas vraiment en adéquation avec l'effort que fournissaient les membres du gouvernement. Et le président Patrice Talon a dit, ben ok, je nomme d'autres compatriotes pour être le relais pour faire toucher du doigt ce que nous autres, nous sommes occupés à faire aux populations parce que nous travaillons, mais tout le temps nous étions des colibés. Et c'est comme ça qu'est née cette affaire. Le ministre des Finances de l'époque, devenu chef de l'État, ministre d'État, il a dû apprécier tout ça. Et s'il a reconduit, sûrement qu'il a estimé que c'est nécessaire. Maintenant, les personnes qu'il a nommées, ça, il revient aux partis politiques de nous dire, aux responsables des partis politiques de nous dire s'ils se retrouvent à travers et la formation du gouvernement proprement dit, et la formation et la nomination des ministres conseillers. Ce sont les responsables des partis politiques et il ne vous échappera pas que récemment, le président du parti UP, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a dû réunir des responsables de la 15e et 16e circonscription électorale pour les apaiser. C'est comme ça, moi, j'ai vu la chose, parce qu'il y avait dans l'air une sorte de mécontentement à l'annonce du gouvernement du président Romuald Ouaddaï.
Bon, donc, je pense que est-ce que vous pensez les que jours à venir... Il est sûr qu'être oui, président, gérer la gouvernance aussi, c'est un acte politique et qu'il n'est pas possible de faire la politique sans les partis politiques. Allons-y. C'est ça. est-ce que vous êtes sûr que maintenant, avec la nomination des ministres conseillers, l'apaisement est là? La suite nous édifiera. Alors, comme ministre conseiller, on a un ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie, Jeanne Adambiokou Akakpo, ministre conseiller aux affaires économiques, comme Patrice Nombimé à Baudrenfort, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Eudoxie Dakpe, ministre conseiller à l'agriculture, Biogera Sakakina, ministre conseiller à la famille et à l'action sociale, Mariam Diaouga Saka, ministre conseiller au sport et à la culture, aux arts et à la chefferie traditionnelle, Aïbatin Jonas Rantan, ministre conseiller à la santé, Rosine Daïro, ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Rachidi Badama, ministre conseiller à l'énergie, à l'eau et aux mines, Romary Kogounale, ministre conseiller aux petites et moyennes entreprises, à la promotion de l'emploi et à la formation professionnelle, Nikez Fagnon, ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires, Paulin Benou, ministre conseiller à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation technique, Mahamadou Daouda. Alors, lorsque vous entendez ces noms-là, ce sont des politiques. Oui, absolument. Totalement. Je peux, à cette étape, on peut l'affirmer. On peut l'affirmer. Et bon, vous savez, ce qu'il y a, je puis me contenter, je puis être content pour certains parmi eux. Enfin, pour ceux que je connais. Encore que l'article 3 dit qu'il peut être procédé à la nomination d'autres ministres conseillers suivant les besoins. Allons-y. Voilà. Moi, je puis être... Bon, voilà, il y a des purs politiques. Enfin, je pense qu'ils sont peut-être tous comme ça, mais pour ceux que je connais, l'SDC du ministère du cadre de vie, Madame Akakpo, Nikez Fagnon, Romiad Gadamassi et des gens comme ça, on peut déjà apprécier qu'effectivement c'est vraiment une équipe politique que le président a mise en place et qu'à partir de ce moment-là, vous savez, il y a deux choses. Hein. On peut aimer les gens sans recevoir l'assentiment du parti politique. C'est autre chose. Parce que le président même peut les détecter et sait qui sont des partis politiques sans vraiment demander au bureau de partis politiques proposez-moi des gens pour ces postes-là. Quand le président Talon voulait nommer les ministres conseillers, il avait procédé ainsi. Il attendait que les partis politiques lui fassent des propositions pour pouvoir nommer les ministres conseillers, on a entendu. Et je me rappelle, oui, mais j'ai connu toujours lui qui disait on ne dort pas. C'est difficile pour nous de partager ça. C'est difficile pour nous de choisir des gens. Je ne sais pas si après le président Talon s'est dit lui-même, de toute façon, c'est moi qui ai créé les partis politiques, je connais ceux qui sont dedans, donc je peux prendre ceux qui peuvent être ministre conseiller. Ah bon? Je ne sais pas. Enfin, mais c'est lui qui a créé les partis politiques. Donc à partir de ce moment-là, et aussi le président Romiad Wadayi a choisi les gens et nous pouvons dire que, vous savez, nous autres analystes politiques, c'est le travail difficile que nous faisons. Nous essayons d'expliquer les choses selon notre compréhension, selon les éléments du moment que nous avons. Après, les faits peuvent nous démentir. Voyez-vous, on trouvait que Romiad Wadayi n'était pas politique, il était trop technocrate, mais les premières décisions nous montrent que, bon, voilà, c'est un homme a appris beaucoup auprès du président Patrice Talon et qu'il connaît la politique et qui peut jouer avec la politique au Bénin. Un homme politique et... oui, c'est des hommes politiques pour la plupart, mais j'ajouterais que c'est des repêchés. Quand vous scrutez cette liste, ils ne sont plus au Parlement, ils ne sont plus ministres. Le gouvernement proprement dit, quand il a été formé, les partis politiques ont ronchonné. Donc je crois que ceci explique peut-être cela. C'est peut-être pour cela, pour cette raison, que le président Romiad Wadayi a dû choisir de remettre sur la table cette affaire de ministre conseiller. Parce que, qu'il ne nous échappe pas que depuis 2018-2019, le président Patrice Talon a dit allons à la réforme du système partisan. Il faut que ce soit les partis politiques qui décident de ci ou de cela. Mais à l'épreuve des faits, les partis politiques se retrouvent groggy dans cette affaire. C'est comme des faits valoir. C'est un choix assumé par le président Patrice Talon. Il n'est plus aux affaires. Que fera le président Romiad Wadayi des partis politiques? Là encore, je dis wait and see. Quelle est la problématique qui résulte de cette expérience-là et qui nécessite à ce que l'on retouche la réforme du système partisan?
La problématique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'essence de la réforme des partisans, c'était que les partis politiques gèrent, que les partis politiques gouvernent, et que, in fine, après, on voit que, bon, il faut peut-être, après, à un moment donné, chercher peut-être des technocrates, les partis politiques grincent des dents, comme vous le dites, Oui. et on est obligé peut-être de nommer des ministres conseillers. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revoir la réforme, la réadapter, la remodeler? Non. La réforme, je crois qu'elle n'est pas si mauvaise dans l'esprit. Il s'agit des acteurs, des hommes. On avait dit le président de la République devait être choisi par les partis politiques. Nous avons vu comment le cas Romiad Wadaye a été fait. Je ne vais pas pleurer sur le lait renversé. Les partis politiques l'ont choisi. L'ont choisi. Allez-y. Bon, les partis politiques ont validé son choix. Je préfère. Choisi. Ils ont validé son choix. Ils sont montés au créneau, ils ont dit devant micro et caméra qu'ils ont choisi Ce qu'ils disent, devant micro est différent de ce qu'ils disent hors micro. Nous sommes tous des acteurs politiques, on se côtoie, on se parle. Le fait n'est pas là. Le fait pour moi est que quand vous avez accepté de faire les choses ainsi, ne venez pas pleurer après pour dire on nous a fait harakiri. Le bloc républicain, le parti UPR, le Renouveau, ils ont dû discuter de tout ceci avec le président Patrice Talon. Quels sont les gages que le président Patrice Talon leur a donnés pour qu'ils disent oui, M. Romiad Wadaye peut vraiment faire l'affaire, allons-y. Pour que ce soit après la formation du gouvernement qu'il commence par... Est-ce que vous avez eu des confidences de grincement de dents? Si, ça coule les rues. Même à la rencontre avec le président Djogbenou, les visages, quand vous regardez, vous sentez. Et puis, ce qu'on se dit entre acteurs politiques, on sait. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur cet aspect du débat. Justement, je dis la réforme du système partisan, il revient aux partis politiques de montrer aux gouvernants que ce qui est dit doit être fait. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas vraiment envie de... Georges Anagonou sur la réforme du système partisan. En fait, c'est peut-être avec l'âge et l'expérience. Je vois que Mohamed devient très méfiant devant les mots et devant les expériences. Donc, la réforme du système partisan, moi je l'ai toujours dit, c'est une œuvre humaine et donc elle va s'améliorer, elle va s'adapter au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, lorsqu'on prend cette partie que c'est les partis politiques qui sont acteurs de la vie politique et qui prennent la vie politique, la gouvernance est un acte politique. La gouvernance est un acte politique. Choisir des ministres est un acte politique. Et vous savez, quand s'est passée la nomination du gouvernement et peut-être la nomination des ministres conseillers, les partis politiques peut-être s'attendaient à ce que, bon, à chaque fois, le gouvernement puisse leur dire, nous voulons tel cadre. Faites-nous des propositions. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Pour s'attendre à ça. Seulement que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous voyez un ministre qui est venu, le ministre qui est venu, il cherche des collaborateurs directs, il cherche des conseillers techniques. C'est pas sûr qu'il puisse dire à son parti politique, ou bien qu'il puisse dire à un parti politique, proposez-moi des gens. Donc moi, je crois pas en cela. Je crois pas en cela. C'est-à-dire que, passer le niveau du gouvernement, passer le niveau des ministres conseillers, le reste devient des actes techniques, vraiment techniques, et que ça ne va pas forcément impliquer les partis politiques. Maintenant, on verra ce qui va se passer par la suite. Il y a aussi des postes d'ambassadeurs, il y a beaucoup d'autres postes. Oui, justement. Même si les ambassadeurs sont pas très d'accord que les politiques viennent leur avis la vérité à ce niveau, ça c'est un autre débat sur lequel on peut quand même opiner après. Je vois bien Badamassi en train de parler au nom de son parti BR. Je vois bien Badamassi en train de parler. Ça dit que quand les ministres prennent la parole, qu'on puisse savoir que... Il y a quand même des gens de valeur qui sont quand même promus. Non, ce que je veux dire, qu'on puisse savoir qu'ils sont en train de parler au nom de leur parti politique. C'est comme ça que les gens sauront que les partis politiques sont vraiment impliqués dans l'action gouvernementale. C'est cela. Et donc, du coup, les ministres conseillers, à ce niveau-là, ont encore un rôle principal à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le système partisan, nous allons toujours partir, l'améliorer. Nous sommes donnés, on a adopté ce système de mandat de 7 ans et la période de trêve, pendant que ça, peut-être que ça va permettre aux esprits de s'apaiser. Vous savez, lorsque les esprits s'apaisent, et il y a l'expertise qui prend place, il y a l'intellectuel qui prend place, et on peut réfléchir posément. Je pense que pendant les 6 ans, on va réfléchir posément
pour voir qu'est-ce qu'il faut revoir dans le code électoral et qu'est-ce qu'il faut revoir dans la réforme du système partisan. Et ce serait pour le bonheur de tous les Béninois. Merci à vous, Georges Anagounou. Merci à Mohamed Assogba. On parle toujours des premiers pas de la gouvernance Ouadaï. On a constaté qu'au lendemain, si on peut le dire ainsi, de sa prestation de serment, Romuald Ouadaï s'est déplacé au Niger, au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et au Mali. Je choisis juste ces pays-là. J'aimerais qu'il y ait le Sénégal, il y a la Guinée-Bissau et bien d'autres. Mais déjà, ces pays-là. Mohamed Assogba, lorsque vous regardez un peu les choix effectués au premier pas, cette diplomatie-là, est-ce qu'elle elle rompt avec celle de Patrice Talon? Merci Kader. Là encore, je vais vous surprendre. Nous savons d'où nous venons. Il faut déjà saluer cette option du président Romuald Ouadaï, qu'il a annoncé déjà dans son projet de société et au cours de la campagne. Il a promis améliorer. Dans son discours d'investiture également. Également, qu'il a promis. D'ailleurs, les responsables de ces pays ont été invités. Il avait déjà planté le décor. Mais je puis dire que le président Romuald Ouadaï n'a pas fait ça comme une rupture d'avec son prédécesseur, le président Patrice Talon. Je ne sais pas si vous le savez, les invitations, celui qui organise l'investiture, ce n'est pas le président entrant, c'est le président sortant. Donc les invitations même sont signées du président Patrice Talon. Ça suppose quoi? Ça suppose que le président Romuald Ouadaï, vu le vœu qu'il avait émis, a dû échanger avec son prédécesseur et que le président Patrice Talon a dû dire oui, il faut qu'on infléchisse la coupe dans ce sens. Donc moi, là encore, je décerne la chandelle au président Patrice Talon parce que tel que les gens présentent la chose depuis un certain temps, c'est comme si bon, le président Romuald Ouadaï a pris le pouvoir des mains du président Patrice Talon et qu'il est en train de lui tourner dos sur un certain nombre d'aspects. Non. Nous, politiques, nous savons que ça ne se passe pas de cette façon. Et je tiens à saluer le président Patrice Talon. Vous connaissez mon opinion sur sa gouvernance. Je n'ai pas toujours eu des mots doux vis-à-vis de lui. Mais je pense que sur cet aspect... Vous estimez que ça a été possible? Je pense que lui-même a dû décider qu'il faut rompre avec l'atmosphère délétère que nous entretenions avec les pays de l'AES, les pays voisins, notamment avec le Niger. Parce qu'il y a deux problèmes que pose cette situation, le problème économique et le problème sécuritaire. Il ne fallait pas que ça perdure. Et donc, il faut également saluer le président Romuald Ouadaï, qui a été ministre des Finances pendant 10 ans, chargé de la mobilisation des ressources pour l'État béninois. Il sait donc ce que nous avons perdu dans cette guéguerre avec le Niger et les autres pays, le Burkina Faso notamment. Et s'il décide de revoir les choses, je crois qu'il faut lui tirer chapeau. Il faut lui tirer chapeau, n'est-ce pas, Georges Anagounou? Oui, ce qu'il faut dire d'abord aussi, je suis d'accord avec ce que dit Mohamed Assogba. Mohamed Assogba, c'est vrai qu'on dit que l'État a une continuité, mais qu'on associe toujours à chacun les résultats obtenus pendant votre campagne, pendant votre mandat. D'accord? Et donc, ce n'est pas exagéré de coller ce résultat-là au président Romuald Ouadaï. Même si ça a existé, peut-être que l'idée est partie de lui, puisqu'il a commencé par dire ça dans ses textes fondamentaux, avant de venir au pouvoir. C'est tellement qu'il a partagé avec le président Talon. Et n'oubliez pas qu'à son ministère, on avait ajouté la coopération. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas pour rien qu'on avait fait ça. D'accord? Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que depuis que les États de l'AES ont été créés, c'est tout comme s'ils étaient isolés. C'est tout comme s'ils étaient isolés. Il faut retourner en arrière pour voir. Et je ne sais pas s'il y a eu un président qui, en un rien de temps, a parcouru tous ces États de l'AES. Il n'y a pas eu un président qui ait fait ça. Et est venu aller dans les 3 États de l'AES dans la même période, essayer de montrer qu'on peut parler avec eux, on peut discuter et que le dialogue peut régler les problèmes. Moi, à ce niveau-là, je pense que c'est une action salvatrice qui a été menée par le président Romuald Ouadaï. Et si c'est lui, après ces années de coopération en tant que patron de la coopération, a trouvé qu'il faut aller dans ce sens-là, à mon avis,
s'il a même suggéré ça au président Talon, qui a certainement donné son accord, je pense que c'est normal. Il ne fera pas de président dérivé. Non, Robert Wadayi est un président plein. Il est un président plein. Et lorsque vous prenez le pouvoir d'État, vous devenez effectivement un président plein. Donc vous ne direz pas demain, je l'ai fait parce que l'autre m'a demandé de le faire. Vous le faites et vous en assumez la responsabilité. Et donc moi, je voudrais... C'est vrai, bon, on est humain, on peut se dire, il n'a pas fait ça sans en parler. Et la courtoisie aurait voulu qu'il en parle au président Talon. Mais lui-même, il a en lui, en tant que président de la République, des actions qu'il sait qu'il faut mener. La preuve, c'est que quand vous avez vu les actions, les décisions sur le plan social, par exemple, ce n'étaient pas des trucs qui était dans le bureau, dans le projet, on a dû procéder à un collectif budgétaire. Et pourtant, il était là. C'est lui qui a élaboré le budget qu'on avait. Mais aujourd'hui, il trouve qu'il faut élaborer un collectif budgétaire parce qu'il veut mettre lui-même ce qu'il pense être bon. Il veut mettre lui-même ce qu'il pense être nécessaire pour la conduite du pays et qui peut le conduire à bon port. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je disais ici, il y a ce qu'on appelle l'individualité en psychologie, en sociologie et en psychanalyse. Et donc, chacun a quelque chose en lui qui fera qu'il fera nécessairement différemment de l'autre. Nous allons voir ça tout le temps. Les premières actions, c'est de dire, ah, le conseil des ministres, on ne fera plus ça de façon hebdomadaire, mais on va faire ça de façon mensuelle. Mais pendant 10 ans, il a fait ça de façon hebdomadaire avec le président Talon, d'accord? Et peut-être, il ruminait ça en lui, et en sachant que, ah, si je prends le pouvoir, voilà les choses que je vais faire. Donc, il a des actes. Et donc, du coup, le collectif budgétaire, par exemple, qui a été mené, c'est pour rendre Là, on parlait directement des mesures sociales. Oui, voilà. C'est pour rendre pratique les mesures sociales. Et en tant que... regardez d'abord la manière il a formé le ministère de l'économie et des finances. Il a fait une redistribution de rôle pour que l'action puisse être efficace. Pour que l'action puisse être efficace. Pour qu'ils ne disent pas, parce que je suis parti, les choses ne sont plus bien. Il a observé, il a trouvé que... Il sait que ce qu'il est en train de faire, il faut des ressources pour pouvoir réussir cela. Et l'équipe pour la mobilisation des ressources, c'est les 4 ministères qui s'occupent des finances dans notre pays aujourd'hui. Et ça vient de l'intelligentsia du président Romia Wadayi même, et qui serait nous montrer qu'il n'est pas un président pas dérivé, mais il veut être un président plein. Il veut être un président plein. Et aujourd'hui, oui, Kader, je voudrais repréciser, pour ôter le doute de l'esprit de Georges Anagonu, mon propos n'est pas de dire que le pouvoir du président Wadayi est un pouvoir dérivatif du président Patrice Talon. Non. Le choix qui a porté sur Romia Wadayi fait que, entre les deux, il y a forcément une symbiose. Et ils ont dû convenir d'un certain nombre de choses. Je ne dis pas que si le président Patrice Talon s'était opposé, par exemple, à la normalisation de nos relations avec les pays voisins, que le président nouvellement élu allait s'y faire. Mais je dis à César ce qui est à César. Ce n'est pas pour continuer de célébrer celui qui est parti, mais c'est pour dire que nous devons des choses à sa volonté de décrisper. Moi, je tiens à reconnaître ça avant de dire maintenant que le président, je l'ai même déjà dit, que le président Romia Wadayi est là pour assumer son pouvoir. Mais l'espérance aujourd'hui de la plupart des populations, c'est de voir ouverte la frontière entre le Bénin et le Niger. Le comité est déjà installé. Et donc, on espère vivement que les formalités soient accélérées, les choses soient vite faites pour que les populations puissent renouer avec leur communauté habituelle. Ça me permet de rappeler que le Bénin n'était pas que la nation qui subissait les affres de cette situation dont nous parlions tantôt. Les pays dont il est question, notamment le Niger et le Burkina Faso, souffraient également de cette relation vraiment crasseuse qui est née entre nous. Moi, je suivais beaucoup Télé Sahel. Il fut un temps où le président Tiani a été boudé par les opérateurs économiques nigériens par rapport à sa conduite du malentendu qu'il y a entre eux et le Bénin. Ils ont estimé que le corridor du Bénin était le corridor le plus sûr pour eux et le plus rentable. Et qu'ils demandaient à cet effet au pouvoir de Niamey d'entrer dans les négociations avec Cotonou. Voilà, de baisser un peu la garde parce que c'est le président Tiani qui, souvenez-vous, avait dit, tant que le président Patrice Talon est là, moi je n'ouvre pas la frontière. Il a dit.
Moi, je l'ai suivi sur Télé Sahel et je me suis dit, mais c'est devenu une question de personne. Bon, heureusement, nous n'en sommes plus là. Votre formation politique, les démocrates, a salué cela, notamment l'installation du comité visant quand même à évaluer un peu les possibilités d'ouverture de cette frontière et notamment le déplacement du président Ouaddaï sur le Niger. Oui, Les j'ai démocrates ont suivi sorti un comme communiqué. tout militant ordinaire le communiqué. Je crois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Comment? Oui, ils ont salué. Vous vous retrouvez dans le communiqué? D'autant que moi-même, je suis d'accord avec ce qui s'est fait. Oui. Je n'ai pas trouvé à redire par rapport Vous à n'avez ce pas trouvé communiqué. à redire par rapport à ce Je ne communiqué. veux pas vraiment commenter. Georges Anagonu, les démocrates qui communiqué. apprécient. Ils sont dans la droite ligne de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous allons apprécier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, nous allons désavouer. Et donc, du coup, cette situation entre le Bénin et le Niger frappait tout le monde. C'était que nous avons un ennemi, si c'était ça, à nos portes. Et eux aussi, ils disaient qu'ils avaient un ennemi à leur porte. Alors que nous sommes des frères qui vivons sur un même territoire presque. Donc, il n'était pas bien que nous puissions dire. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque l'officiel n'existe plus, il y a des gens qui se débrouillent. Et là, on a trouvé vraiment l'utilité des bacs sur le fleuve Niger. Entre le Bénin et le Niger. On a trouvé, je ne sais plus, ils savent même qu'on mettait des véhicules dans des bacs pour traverser la frontière. Donc, du coup, l'étanchéité, c'est pas vraiment, c'est pas possible. Entre des peuples qui vivent ensemble comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, aujourd'hui, c'est normal que le président Romain Ouaddaï, je ne sais pas qui est-ce qui a suscité entre les deux pays l'idée de mettre sur pied un communiqué, de lui donner juste 2 semaines. Juste 2 semaines. Nous sommes vers la fin de ces 2 semaines. Nous aurons le verdict, nous aurons le rapport du comité. Et ce que nous allons demander, c'est que les deux présidents continuent d'avoir la bonne volonté. Oui. Ils ne pourront pas lever tous les blocages d'un seul coup, mais de démarrer d'abord et au fur et à mesure, la confiance s'établit, on lève les blocages et les relations deviendront normales entre le Bénin et le Niger et entre le Bénin et les autres pays parce que les véhicules, même des gens qui quittaient le Mali pour le port de Cotonou, traversaient le Bénin et passaient par le Niger pour arriver chez eux. Et donc du coup, c'est vraiment un corridor qui était vraiment fréquenté. Rappelez-vous, depuis que ça, les travaux qui devaient exister sur le corridor on traînait un peu parce qu'on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, si on ouvre la frontière, c'est aussi pour améliorer le corridor. Moi, je connais des projets qui existent pour améliorer, par exemple, la voie, le tronçon entre Boïkon et Dassa. Ça traînait. Le nouveau ministre, il est parfaitement au courant de ces projets-là. Et donc, les projets, c'est des projets qui doivent démarrer pour faciliter l'échange entre les deux États. Donc, cette initiative, moi, je salue cela, et je salue la rapidité avec laquelle le président Romain Ouaddaï a pu traverser rapidement les 3 États de l'AES et de discuter avec ces 3 États-là et de montrer clairement à la CEDEAO que c'est possible de discuter, c'est possible de dialoguer avec eux. Et quand ce n'est pas anodin de quitter là et d'aller en Côte d'Ivoire après, c'est pas anodin. Vous connaissez aussi la relation entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES. Donc du coup, le Bénin peut être le pays qui va permettre de faire le lien entre tous ces États-là et de normaliser les relations dans notre sous-région. Ce serait que du bonheur et ce serait qu'une grande victoire pour le président Romain Ouaddaï sur le plan diplomatique. Merci à vous, Georges Anagonu, pour cette belle chute qui nous permet de parler de nos sujets, notamment les mesures sociales dont vous faisiez cas tout à l'heure, qui ont été prises le 3 juin dernier en Conseil des ministres. Oui, nous avons suivi les annonces faites par le gouvernement du président Romain Ouaddaï. Je crois que ce sont des choses à saluer. Relativement, par exemple, aux jeunes filles, jusqu'à date, c'était de la 6e en 3e. Maintenant, on a généralisé pour tous les 2 cycles de l'enseignement secondaire pour les filles. C'est une bonne chose parce que les filles à l'école, je crois que c'est plutôt bien pour une nation. Et dans les pays comme les nôtres, les parents ne sont pas toujours enclins à investir autant sur les filles que les garçons. Bon, donc, c'est une mesure que moi, je pense qu'il faut saluer, contrairement à d'autres chapelles qui estiment que c'est de l'ordre normal des choses. Non. Le président Romain Ouaddaï pouvait choisir d'autres priorités. Il y a également 31 milliards qu'il a décidé de mettre
dans le secteur agricole. Et là, moi, ça me séduit. Ça me séduit parce que je suis d'un milieu paysan et ce que vivent nos parents du milieu rural et les paysans en général, je crois qu'il faut de plus en plus jeter un regard bienveillant de ce côté-là parce qu'ils sont les plus nombreux dans la société béninoise. Donc, moi, j'encourage, je ne suis pas... je ne veux pas tout de suite commencer par m'extasier pour dire oui, applaudir, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pour que sur le chemin, ça devienne autre chose. J'encourage plutôt à aller dans ce sens. Encourager aussi à aller dans ce sens. Oui, les mesures sociales, en tant que travailleur de la sécurité routière, il y a une de ces mesures qui me touche particulièrement, c'est ce qui concerne les urgences médicales, les urgences au niveau des hôpitaux. Vous savez, lorsqu'il y a l'accident, on amène tout cela à l'hôpital. Et imaginez celui qui a fait l'accident et qui est dans la douleur. Et on attend qu'il faut que ses parents amènent l'argent. Et il est sur le point de mourir qu'on attend qu'il faut que ses parents puissent trouver l'argent avant qu'on ne le soigne, avant qu'on ne puisse le soigner. Donc ça c'est ça n'a plus. Aujourd'hui, ça peut se faire. Et le gouvernement est responsable. Parce qu'on ne dit pas en l'air, il faut que les soins d'urgence soient gratuits. On n'a pas dit ça en l'air. On a mobilisé de fonds, 1 milliard, qu'on va essayer de fournir le matériel qu'il faut, le nécessaire, vital qu'il faut pour les centres et pour les hôpitaux, et que lorsque les gens puissent venir, parce que c'est soigner, c'est quoi? C'est disposer des intrants, d'accord? Et aujourd'hui, le gouvernement donne les moyens pour que les centres de santé puissent disposer de ces intrants-là. Lorsque vous avez ces intrants-là et que les gens arrivent en urgence vitale, vous devez pouvoir les soigner. Et moi, ce n'est que du soulagement pour ces victimes des accidents de la route que parfois nous, excusez-moi, on va dans les urgences pour aller les visiter et ce n'est pas agréable ce qu'on voit. Aujourd'hui, non, on peut savoir que avec ces mesures prises par le gouvernement, eh bien, les gens seront beaucoup plus vite pris en charge et beaucoup plus traités en attendant que les parents ne viennent pour la suite. C'est nécessaire, c'est indispensable. Quand je suis de la sécurité routière, il faut nécessairement que je puisse m'atteler cela. Et c'est bon. Il parlait des mesures sur le plan agricole. Quelqu'un a appelé ça des mesures incitatives. Moi, je préfère les mesures incitatives qui permettent au président de produire plus pour gagner plus que de dire j'augmente seulement le prix des produits. Et là, le président n'a plus besoin de produire plus. C'est-à-dire, s'il produisait 1 tonne et que ça lui rapportait 120 000, si demain on augmente les prix, il va toujours produire 1 tonne et ça va lui peut-être rapporter plus. Le gouvernement n'a pas choisi ça. Le gouvernement dit, je veux l'amener à produire plus. Et quand il produit plus, c'est que j'ai suffisamment de matières premières pour les industries que je suis en train de payer et le tissu industriel de notre pays. À mon avis, c'est aussi une option qui n'est pas à négliger. N'oubliez pas que avant ça, qu'il y a les intrants qu'il faut mettre à la disposition des paysans. Il y a qu'il faut mécaniser l'agriculture dans notre pays. Nous le disons tout le temps, mais nous ne l'avons pas encore fait suffisamment. Nous n'avons pas encore fait suffisamment. Les gens continuent. Aujourd'hui, il est possible pour les grands fermiers qui s'installent dans ces zones-là de pouvoir, par exemple, disposer des tracteurs et de les louer à d'autres paysans. Moi, je connais un ami qui fait ça, qui a une ferme dans le nord et qui a des tracteurs qu'il loue à d'autres pays, à d'autres agriculteurs qui viennent pour pouvoir améliorer leur rendement, pour pouvoir augmenter leur production. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande, la mesure du gouvernement ne demande que ça. Mais lorsque il serait aussi nécessaire d'augmenter les prix des produits agricoles, le gouvernement ne tarderait pas à le faire parce que la contingence, l'urgence du temps va l'imposer. Mais au-delà de ça, c'est qu'on sait que quand on produit beaucoup, on gagnera beaucoup désormais. On gagnera beaucoup désormais. Merci à vous, Josiane Agolo. S'il vous plaît, Kader, sur la mesure concernant les urgences médicales, je crois qu'il y a du travail à faire à ce niveau. On n'a pas décrété la gratuité des urgences médicales. Il est du secteur de la sécurité routière, il l'a bien rappelé, il a bien fait de le rappeler. Il arrive que des gens tombent, font un accident de la voie publique, on les transporte, il n'y a aucun parent, et le médecin, l'urgentiste, il a besoin d'agir, mais il n'a pas les intrants comme il le dit. Un parent qu'on attend, le temps qu'il vienne pour débourser, pour passer à la caisse,
le malade passe de vie à trépas. C'est pourquoi le gouvernement dit, en attendant que quelqu'un réagisse ou bien que le malade lui-même, on lui fasse les premiers soins, qu'il se retrouve, qu'il donne des instructions pour dire je peux payer moi-même, sauver d'abord le malade. On n'a pas dit ces soins-là, dès qu'on les a prodigués, on ne rembourse pas. Hein. Il faut que les Béninois comprennent cela. Et moi, j'ai une inquiétude sur cette mesure. Parce que nous sommes Béninois, nous nous connaissons. Soit c'est les parents ou les malades qui vont dire « on m'a déjà soigné, je n'ai plus de l'argent à payer », soit c'est les agents de santé qui vont chercher à faire des contorsions. Mais je compte sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est là. Merci. Vous voyez, en bon gendarme. Merci à vous, Mohamed Assogba. Déjà la mesure sociale. Oui, elle est Merci, bonne. Georges Nagounou. Mais Mohamed Assogba, dites-nous, que s'est-il passé dans la nomination du préfet du département du Zou, Laurent Zomaï? Laurent Zomaï est un Béninois que je ne connais pas personnellement, mais j'ai suivi un peu que sa nomination a fait des vagues et son installation a dû être reportée parce que il serait un opérateur économique qui avait maille à partir avec l'autorité de régulation des marchés publics. Et puis, dans la foulée, la Cour suprême a été saisie et puis la décision a été annulée pour vice de procédure, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un principe. Georges le disait tantôt à l'entrée de cette émission que les tests sont sacrés. Moi, je reste collé aux tests et au respect des institutions. Ce que la Cour suprême a fait, je n'ai pas apporté un jugement de valeur là-dessus, encore moins sur la décision de l'ARMP, qui est également une institution autonome et indépendante. Mais la Cour suprême est l'instance de dernier recours. En matière administrative. C'est ce qu'elle a dit que moi je prends. Et puis on avance. On avance, Georges Nagounou. Oui, il faut dire que cette décision a aussi une portée sociale et une portée politique. C'est indépendamment de ceux qui ont pris la décision. L'ARNP, ce n'est pas la première décision que l'ARNP prend. Et puis, j'apprends même dans les couloirs que leur mandat a été reconduit. Je ne sais pas, mais il paraît que leur mandat a été reconduit. Et donc, du coup, ils font du bon boulot. Et je connais ceux qui sont là, j'en connais au moins deux. Je connais Aguabata, je connais Tombono, qui sont des gens qui respectent strictement le droit. Mais, premier procureur de la Criette. Et comme on le dit, il y a plusieurs niveaux de jugement. Il y a plusieurs niveaux de juridiction. Et il y a de la hiérarchie. Donc, du coup, quand vous avez... qui est-ce qui va vous empêcher d'utiliser les voies que la justice vous donne? Les voies que la justice vous donne, c'est que quand vous êtes condamné par un niveau inférieur, vous allez au niveau supérieur. Et Laurent, à tout le temps, je l'appelle Laurent parce qu'on est très proches, parce qu'on se connaît et tout. Et donc, on se connaît et tout. Vous êtes du Mono ensemble. Oui, non seulement on est du Mono ensemble, on a milité dans la plateforme. Je suis un des responsables nationaux de ce mouvement-là. Parce qu'on y a cru. On y a cru. Et vous y croyez toujours? Je voulais le dire. Laurent s'investissait beaucoup dans ce truc-là. Il s'investissait beaucoup. C'est pourquoi, lorsque la décision est tombée, ça nous est tombé là-dessus. Est-ce qu'il y avait des acteurs politiques derrière qui étaient dans l'ombre, qui ont téléguidé? Je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler de ce qui est judiciaire. Non, si des acteurs politiques se mettent à titiller cela, c'est qu'ils perdent le temps. C'est qu'ils perdent le temps parce que je voudrais pas être chose là et je voudrais dire que s'il y a des gens qui nous connaissent réellement dans cette équipe-là, je pense que le président Romia Douadayi et le préfet et Laurent Zomaï se connaissent très bien. Ils connaissent très bien. Et c'est ça, je puisse l'avouer. Et donc, et parmi les mouvements qui se formaient pour l'élection du président Romia Douadayi, je voudrais rappeler que lorsqu'il y a eu l'investiture, c'est ça, à Parakou, c'était l'investiture du candidat, Lorsqu'il y a eu l'investiture du candidat à Parakou, je voudrais rappeler qu'il y avait plein de mouvements dans le pays, mais je me rappelle que on a eu ce privilège-là, notre mouvement a eu ce privilège-là d'avoir 20 invitations, cartons d'invitation, ce que les autres n'ont pas eu. C'est vous dire quelle est la proximité de ce mouvement mis en place par Laurent Zomaï et le président de la République. D'accord? Ça n'empêche pas que lorsque la décision de justice
justice est tombée, il faudra la respecter. Seulement, il faut utiliser les voies de recours. Laurent le disait depuis. Quand et les voies de recours ont été respectées. Il le disait d'ailleurs pour dire, moi, je vais saisir et la Cour suprême par rapport à cette décision-là. Maintenant, le timing fait qu'on peut donner une interprétation politique. Mais je pense que la Cour suprême a coupé court à tout, a donné cela, et il le dit, cela ne veut pas dire que la RMP a pris une mauvaise décision. C'est pas ça. C'est pas le premier jugement que la RMP porte dans ce pays. Il y en a même qui vont en prison après une décision de la RMP, d'accord? Mais seulement qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de jugement dans notre pays, de juridiction dans notre pays, et lorsqu'un niveau décide, on peut aller au niveau supérieur. Laurent a saisi cette voie-là et il a eu gain de cause. Et je remercie aussi le ministre de la décentralisation qui a dit, nous ne prenons pas de décision ferme, ne ferons pas d'installation sans que la décision finale de la Cour suprême ne tombe. Et là que la décision de la Cour suprême est tombée, eh bien, c'était normal qu'on puisse aller installer. Et Laurent et moi, j'en suis fier parce que je puis dire au moins, parmi toutes les nominations, il y en a vous avez quelqu'un de laquelle je suis proche, donc je vais pas sonner encore pour rentrer, c'est Laurent. Merci à vous. Je voudrais rapidement rebondir sur cet aspect évoqué par Georges Anagonou. Moi, j'ai vraiment aimé le fait que le régime n'ait pas fait un passage en force par rapport à l'installation de Laurent Zomaï. Parce qu'on aurait pu nous servir du « vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien ». Mais j'ai constaté qu'on a voulu que les choses se fassent comme il se doit. De quoi s'agit-il? Avant même sa nomination, parce que moi, je suis vraiment présent sur les réseaux sociaux, M. Laurent Zomaï a déjà fait communiquer pour dire qu'il va attaquer la décision de la RMP. Bien avant même la formation du gouvernement du président Romuald Wadaï. Donc, après, quand moi j'ai vu sa nomination, la saisine de la Cour qui a suspendu, enfin, qui a ordonné un sursis à exécution et qui s'est prononcé dans le fond pour dire que la décision de la RMP tombe. Et c'est suite à cela qu'on est allé installer le préfet. J'ai dit, mais déjà là, on nous respecte en tant que citoyens. Parce qu'on aurait pu dire, bon, écoutez, laissez tomber, nous avons la force publique, c'est nous qui avons le pays en main, nous l'installons, vous pouvez tempêter. Nous, on avance. Ils n'ont pas procédé ainsi. Moi, ce sont des signaux que je perçois vite et je souhaite que de plus en plus, ce pays soit gouverné de cette manière. Nous avons parlé, je vois que c'est déjà la fin de l'émission, nous avons parlé de la tournée du chef de l'État par rapport aux pays voisins. Je saisis votre tribune pour attirer l'attention du nouveau président de la République sur la nécessité de l'apaisement à l'interne. Nous en avons également besoin. Comment? L'apaisement à l'interne. Oui, mais les histoires qu'il y a... Les gens qui sont en prison. Les exilés, certains disent sans coup ferré que c'est pas parce qu'ils sont hommes politiques que s'ils sont jugés, ils ne vont pas apurer les peines. Il y a cas dans cas, comme on dit vulgairement dans la rue. Donc vous estimez que parmi tout le lot de ceux qui sont hors du territoire national, il y a cas dans cas? Non, nous avons besoin d'un apaisement au niveau national. Moi je réponds d'ailleurs à ceux qui disent ça pour dire, vous savez, quand on a fini la conférence nationale, on a amnistié des gens. Et pendant ce temps, il y avait des gens qui ont volé, qui étaient en prison, on ne les a pas libérés. Et même sous le président Patrice Talon, il y a déjà eu une loi d'amnistie. Donc, on ne demande rien d'extraordinaire. Du coup, moi, je ne dis pas, Kader, je ne dis pas qu'il faut ceux qui ont volé l'argent de l'État, qu'il faut les amnistier. Non, même sous le président Patrice Talon, il y a eu des gens qui ont touché à l'argent de l'État et qui sont en prison. Et donc voilà, cela, on ne va pas dire qu'il faut les libérer. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que, bon, voilà, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre, il faut dire que l'installation de Laurent Zomaï, c'était l'apothéose. Pour mémoire d'homme, je n'ai jamais vu l'installation d'un préfet et qui a mobilisé tant de monde. Il y avait vraiment du monde à la préfecture d'Abomey. D'abord, le roi même l'a reçu en premier, avant qu'il n'aille prendre le pouvoir. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut dire bon vent à Laurent Zomaï. Ce qui est sûr, il ne fera pas au-delà de ce qui est de la compétence d'un préfet. Moi, c'est pas de ça, ce miracle, c'est pas ça que j'attends, mais on lui dira bon vent parce que pour avoir suscité pareille émotion, et donc il y a beaucoup d'entente. Beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui, et donc il se doit de se remettre résolument au travail. Merci à vous, Georges Anagonou, merci à Mohamed Assobo. On est pris par le temps en quelques petites secondes ou minutes sur Sonko et Faye qui avait été annoncé. Comment vous percevez, vous décryptez les relations entre les deux aujourd'hui?
Je peux dire en quelques secondes que je suis déçu par ce qui arrive dans ce pays, frère et ami. Nous avons suivi les conditions dans lesquelles ces jeunes ont pris le pouvoir. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que ça allait prendre de l'eau aussi rapidement. Je prie pour que ça n'aille vraiment pas dans le décor total. C'est tout ce que je Merci à vous, Mohamed Assogba. Jean Agounou, votre commentaire de fin? Oui, bien sûr, quand vous attendez quelque part et que vous atterrissez vraiment là, c'est que vous n'avez pas été intelligent. On s'attendait, lorsque les deux ont commencé, on se disait, est-ce que ça va aller loin? Moi, aujourd'hui, en arrière, je pourrais dire, bon, ils auraient dû faire autrement. Peut-être Sonko serait devenu président de l'Assemblée très tôt et laisser la gouvernance. Parce que quand vous êtes Premier ministre, c'est que vous êtes sous la responsabilité du président de la République. Et c'est ce qu'il dit que vous devez faire. Et donc, ce n'était pas bien pour les deux. Et nous avons déjà connu des situations comme ça dans le passé. Rappelez-vous de Sankara et de Compaoré, en Angola, et partout ailleurs déjà. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, si j'avais un conseil à donner, les deux n'ont qu'à mettre de l'eau dans le vin, et surtout le président de la République, parce que lui, il faillait déjà président de la République, lui peut mettre de l'eau dans son vin, et pour que ça puisse aller pour le bonheur des Sénégalais, parce que quand ça chauffait au Sénégal sous Macky Sall, et par rapport à Sonko, parfois j'étais à Dakar et j'ai vu ce qui se passait, donc c'est pas bien. Merci Georges Anagounou, je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue. Merci également Mohamed Assogba, analyste politique, militant du Parti politique Les Démocrates, membre du mouvement Le Pacte Républicain. Merci à tous et chacun pour l'attention. Chers amis internautes, on se retrouve dans quelques heures, notamment pour Free Week, et jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV. Déjà, on se retrouve demain pour l'inviter avec Midofi Antoine Hunga, qui est notamment député de la 9e législature. Avec lui, sans doute, on parlera de l'actualité politique nationale, notamment tout ce qui a trait avec les premières actions posées par le régime du président Romuald Wadaï, et également la situation aujourd'hui au niveau du Parti politique des démocrates, les deux ailes aujourd'hui que nous avons, notamment l'aile Ondité et l'aile Achadé. Qu'en est-il et qu'il des perspectives?